Mardi 12 septembre 2023, David Vann, romancier et novelliste américain, auteur du remarqué Sequan Island, prix Médicis étranger en 2010, était à la librairie Ombre Blanche autour de la publication de son livre La contrée obscure, paru aux éditions Gallmeister. Bonne écoute. Merci à tous d'être là pour la première, l'ouverture du bal des rencontres de la librairie. On a beaucoup travaillé avec nos collègues cette année, on vous a concocté un beau programme et on a quand même la cerise sur le gâteau dès le début. David Vann en personne. Merci. Merci aux éditions Gallmeister et merci à David d'être là. Nous sommes extrêmement fiers de vous recevoir. Alors, je ne sais pas si je vous fais l'affront de présenter David Vann encore, après 11 romans, 11 succès. On va le faire rapidement. Vous êtes né en Alaska, vous avez pêché, vous avez navigué, vous avez écrit, vous avez enseigné, jusqu'au grand succès de Sequan Island, qui vous a octroyé un public, un lectorat aussi fidèle que passionné, passionnant aussi. Je peux le témoigner en tant que libraire. J'ai pas un mois à Ombre Blanche sans qu'un David Vannophile vienne me discuter avec moi de celui qui a plu, celui qui a secoué, celui qui a questionné. Et donc, on va pas être déçus là, avec La contrée obscure. Notamment puisque la surprise est dans le genre littéraire abordé. On est sur quelque chose d'assez inédit dans la bibliographie de David, le roman historique notamment. La cosmogonie Cherokee, pareil, on ne l'avait pas encore croisé. Et donc ma première question, ma première demande sera, pouvez-vous nous raconter La contrée obscure, nous présenter ce roman historique, s'il vous plaît. Well, first of all, thank you for having me here. I came to Ombre Blanche long ago, many years ago, and then also another time to Toulouse in the bibliothèque, a couple previous trips. And I remember this as one of the most impressive bookstores I had seen. I think it is one of the biggest independent bookstores in France, and it stuck in my head all of those years. So I feel very lucky to be back, and nice to see all of you. And thank you, too, for doing all the work of doing the interview. It's so easy to be the author, because I can just say anything, right? Lie, whatever. But it's actually work to prepare, so thank you. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier. J'étais déjà venu en tant qu'auteur à Ombre Blanche il y a un moment, puis j'étais revenu à Toulouse invité par une bibliothèque. Et c'est l'une des plus grosses librairies que j'ai visitées. D'ailleurs, je continue de m'en souvenir. Je crois que c'est vrai, c'est l'une des plus grosses librairies indépendantes en France. Donc, c'est aussi l'une des plus impressionnantes. Et je pense vraiment que ça l'est, donc je voulais vous remercier d'être présent. Je voulais aussi vous remercier d'avoir fait tout le travail. Évidemment, c'est très facile d'être l'auteur parce qu'on nous pose des questions, on a juste à répondre. Mais c'est vous qui avez fait tout le travail. Merci beaucoup. And sorry, I just want to say one more thing about bookstores in France. Booksellers in France really changed my life, actually. And I had tours in 30 countries, and it was only in France, Switzerland, and Belgium, where I went with a French publisher, that I saw an independent bookstore in every neighborhood with communities of readers. And then because of that, all the reviews and the festivals and prizes and everything. It's really the most intact literary culture that I've seen. It's wonderful. And so I hope you always have the price control, and I hope you always go to your local bookseller. And I think it's a beautiful thing, which we don't have in the U.S. So
Anyway, vive la France! Et je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est lors de mes visites en France et aussi en Suisse et en Belgique, ces visites-là, ces tournées-là ont vraiment changé ma vie parce que vous avez la chance d'avoir des librairies indépendantes et autour desquelles vous avez des libraires, autour desquelles s'organisent des vraies communautés littéraires qui sont protégées par le prix unique du livre. Et j'espère sincèrement que vous le garderez aussi longtemps que possible. Vous avez une véritable culture littéraire. Donc j'espère que vous la garderez. C'est une chose magnifique et vive la France. And for my book, it's this one's a bit different than my previous ones. It has a personal connection in that I come from 3 Cherokee chiefs. One of them was the secretary of the Cherokee Nation during Trail of Tears with my same name, David Van, like 200 years ago. And I didn't know this when I was a kid. My grandfather never said he was part Cherokee. But I was contacted by the Cherokee Nation because the chief, David Van, was disappearing in Google searches. And they were like, stop doing that to the chief. I was like, I can't do anything about Google. But then I found out I was related. And then the strange thing was that I started reading Cherokee myths and Cherokee history, and I recognized these stories. So these were the stories my grandfather told me when I was a kid, but he just didn't say they were Cherokee. So when we were hunting in California for deer, and the dead deer were hanging by the stream, the little creek, and the blood was dripping in, he told me that a boy could be born out of the water from that blood. And it turns out that's the primary Cherokee creation myth about the wild boy. So that's the story that I tell in this. The book has about 100 pages of putting all the Cherokee myths together and trying to make one full story out of them. Ce livre-là est un peu différent des précédents dans le sens où il y a une connexion avec mon histoire personnelle. En fait, j'ai découvert que j'avais 3 ancêtres Cherokee, dont parmi eux un ancêtre qui porte le nom de David Van et qui était le secrétaire de la nation Cherokee à l'époque de la piste des larmes. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la culture Cherokee le jour où la nation Cherokee m'a contacté pour m'en demander plus sur cet ancêtre parce qu'il était en train de disparaître, notamment de l'Internet. Il y avait de moins en moins de recherches son nom ressortait de moins en moins pendant les recherches. Donc j'ai été contacté, j'ai dit je peux rien y faire par rapport à Google. Mais j'ai commencé à lire les mythes de cette nation, les mythes Cherokee. Et ce qui est étrange, c'est que je les ai reconnus. Je les ai reconnus parce qu'à l'époque, je ne savais pas que mon grand-père et ma famille avaient du sang Cherokee, parce que mon grand-père ne me l'avait pas dit. Par contre, j'ai reconnu les histoires qu'il me racontait quand on allait chasser le cerf. Le cerf était là, pendu, dont le sang était en train de goûter dans le torrent. Et il m'a expliqué que ce sang-là, mélangé à l'eau, pourrait donner naissance à un enfant sauvage, ce qui est une partie du mythe. Donc, dans ce livre, il y a une centaine de pages qui rassemblent ensemble tous les mythes Cherokee pour n'en faire qu'un seul. I was also reading Cherokee histories, which are really long, sad stories of just losing everything. But that got me interested in the first contact with Europeans. So the conquistador De Soto from 500 years ago. And then I started reading his story, and his story was so crazy. Like, he almost sank his first night out with the ships, because he was such a jerk. He shot at his own ship because it wasn't in the right formation and then rammed into the boat. And he was insane about going for gold. He was sure there was gold in Florida, even though everyone told him there was no gold. He still kept going. And I enjoyed writing about him. I made him a little bit like a Quixote, with his sword, having combat with an alligator and with a snake. So I ended up blending these Cherokee creation myths with the story of a conquistador 500 years ago. Donc j'ai lu les mythes Cherokee et je me suis aussi penché sur l'histoire de ce peuple, de cette nation,
qui est globalement une histoire longue et triste, faite de choses qu'ils n'ont pas arrêté de perdre au fur et à mesure de toutes ces années, et qui, au bout d'un moment, se connecte avec l'histoire européenne par les conquistadors, et j'ai découvert la figure de De Soto. Et De Soto est un homme qui m'a fasciné parce que c'est un homme qui est complètement fou, qui est complètement démesuré. C'est tellement un jerk. Un idiot. Un imbécile, un abruti, quoi. Ouais. C'est tellement un abruti que, alors de partir pour la conquête de la Florida il y a quasiment 500 ans, en quittant le port, il a tiré un boulet de canon à son propre navire, tout simplement parce qu'il croyait mieux faire que les autres. Et il y a cette espèce d'entêtement fou, c'est un connard, mais fou, qui va faire la conquête de la Floride en étant persuadé qu'il y a de l'or, alors que tout le monde lui répète qu'il n'y en a absolument pas. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire son histoire, et j'ai voulu l'écrire un petit peu comme une sorte de Don Quichotte. Notamment, on peut lire ça dans le combat absurde qu'il livre à un alligator ou un anaconda. Et du coup, le livre combine le mythe Cherokee et l'histoire de cette conquête par De Soto de la Florida en 1539. De Soto est un personnage monstrueux, mais c'est effectivement un personnage qui porte en lui un burlesque, une bouffonnerie, un ridicule tellement important, mais qui en même temps quasiment uniquement sur ce personnage par rapport à toute cette fresque qu'on a. Est-ce que cet humour, ce ridicule était important pour vous, pour parler de Soto, pour le récit? Yeah, I thought so. I think monsters are made smaller by seeing how they're ridiculous or ineffective or had bad plans or whatever, or were driven blindly. For instance, finding out that Nazis were on drugs and that they made lots of mistakes and had, some ridiculous plans and stuff. Somehow that was reassuring to know. Like, I don't want them to just be like, super and they did everything right. And I think it's important to reveal like the weak side of monsters. So De Soto, like everything that they did was poorly planned, and they almost died in so many different ways. Just of thirst, marching into a desert and almost sinking, and they spent months trying to find where to land their boats, but still ended up in the wrong place. So I think it's an important part of the portrait to realize that they weren't, these efficient, smart killing machines, but actually they were like buffoons in many ways, and they just got lucky in some ways. They also weren't great soldiers. They recognized that Native American soldiers were better one-to-one. Oui, absolument, parce que les monstres, en fait, leur taille se voit réduite. Ils sont beaucoup plus petits quand on les présente avec leurs failles, et quand on les présente en fait comme des gens qui sont absolument pas efficaces, qui dressent des mauvais plans. Par exemple, c'est assez rassurant d'apprendre que les nazis ont commis toutes leurs exactions, mais c'était aussi des gens qui étaient sous l'emprise de la drogue. Quelque part, il y a quelque chose de rassurant parce qu'on ne veut pas que les nazis soient ces gens qui ont été efficaces tout du long et qui avaient tout prévu. Il y a un côté fou qui est rassurant, et c'est le cas en fait avec toute l'expédition de De Soto, qui a été préparée de la pire façon qui soit. Ils ont mis des mois simplement pour trouver où faire arriver leur navire, et en fait ils ont fini par se planter de toute façon à la fin. Donc, je trouvais ça rassurant de ne pas les présenter comme des machines à tuer super efficaces. D'ailleurs, c'était des mauvais soldats aussi. En 1 contre 1, ils n'en menaient pas large par rapport aux soldats Cherokee. I just realized, sitting here now from your question, something I never thought before, which is that I was influenced in writing this from writing about a school shooting. I profiled a mass murderer,
and wrote about his shooting in Last Day on Earth. And in that, he wasn't someone who was like a good killer, or someone who was efficient or anything, or in some ways even scary. He's actually was someone who was suicidal, whose life was falling apart, and he had tried half a dozen times to kill himself, and the mass shooting was one way of making the suicide happen. And he almost didn't do it. He sat in his car for a long time and almost waited too long to do it. And so I'm realizing that writing about him had some effect on how I wrote about De Soto, because those are the two monsters that I've written about. Et en vous parlant, je viens de réaliser qu'en fait, dans l'écriture de ce roman, j'ai été influencé par l'écriture d'un autre livre qui parle d'un mass shooter, d'une tuerie de masse aux États-Unis, qui s'appelle Le Dernier jour sur Terre. Et le personnage que je dépeins dans cet essai, c'est pas un bon tueur, c'est pas un tueur qui est talentueux, c'est pas quelqu'un qui fait des bons plans, des bonnes planifications de son attaque. C'est quelqu'un qui était suicidaire, il avait fait 6 tentatives de suicide, et c'est quelqu'un dont la vie était en train de tomber en morceaux. Et en fait, l'exaction qu'il a commise dans cette université visait simplement quelque part à accélérer ou à rendre possible sa fin prochaine par le suicide. Donc les deux personnages sont dépeints un petit peu de la même façon. I think a writer's books make most sense when you read all of them and see how they reflect on each other. Each one has something to say about each one of the others, and actually it's one work. Like the work you do in a lifetime is actually just like one book. Just trying to get you to read all the books. Did you fall for it? Machiavélique. En fait, je me rends compte que quand on étudie un auteur, il faut vraiment lire tous ses livres, parce que tous ces livres ont des réflexions les uns par rapport aux autres, se réfléchissent les uns les autres et les uns sur les autres, ont une influence. Et donc en fait, l'œuvre d'un auteur, c'est pas plusieurs livres, mais c'est un seul très grand livre. Je ne sais pas si vous en apercevez, mais j'essaie là de vous faire acheter tous mes livres, en fait. Il est meilleur que moi, ça me vexe énormément. Si d'ailleurs on parle justement de cette grande œuvre, est-ce que dans votre processus de travail, de création, est-ce que travailler sur effectivement une non-fiction avec le tueur de masse, travailler sur un mythe, le mythe de Médée avec... je peux le faire aussi, de citer plein de titres de David Vann. Est-ce que vous avez le même processus? Est-ce que c'est le même processus de création, quel que soit le genre littéraire que vous travaillez? Vu que là, cette reconstitution historique, ouais. Yeah, it does shift a bit. You're right. Generally, my writing process is very strange. And it's because of Sukwon Island. I blame that book. When I was writing that book, I had a plan and an outline, and I knew where the story was going to go. And then halfway through, there's a big shock, a surprise. And it destroyed all my plans. I didn't see that moment coming until halfway through writing the sentence. I was like, oh my God, that's what's going to happen. And so the next day, for the first time, I had to just write and find out what would happen. So all my books since then have been like that. There's no plan, no outline. I have no idea what the book's about, because I realized that the subconscious or unconscious mind is a lot more interesting than my conscious mind. And so I only understand my books maybe in the last 50 pages of writing them. I start to see how they're coming together. And what's crazy is they all have a structure and a shape, and they're published the same as the first draft. I don't add a scene or cut a scene or move a scene. It all just comes out in one piece, and then there it is, the same as you read. And I didn't know what it would be. So that's, to me, the most amazing part of writing, that it's so unconscious or subconscious, like that I so don't know what I'm doing. Which is true in my personal life too. En fait, vous avez raison, c'est le procédé
diffère un peu selon le genre que j'écris. Et j'ai un processus d'écriture qui est très très étrange. Et il est étrange, mais pour ça je blâme Sequan Island, parce que quand j'étais en train d'écrire ce livre, j'avais une idée directrice et que je voulais suivre, mais au bout d'un moment, en écrivant, je me suis fait surprendre par cette phrase qui est au milieu du livre et qui m'a fait me dire mais c'est pas possible, qu'est-ce qui vient de se passer? J'avais absolument pas prévu que cette phrase ait lieu et que ça ait lieu, et donc ça a complètement fait exploser mon brouillon et ma ligne directrice. Et du coup, le lendemain, je me suis remis à écrire en étant moi-même surpris de ce qui allait s'écrire. Même je suis reparti écrire pour savoir ce qui allait se passer. Et en fait, mon procédé d'écriture fait confiance à mon subconscient ou alors mon inconscient, parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus intéressants que ma partie consciente. Donc, je sais jamais ce que j'écris beaucoup, et au bout d'un moment, ce qui est le plus fou, c'est qu'il y a une structure narrative qui se dégage de ça, malgré moi, et ce n'est que dans les derniers instants d'écriture et dans les derniers moments d'écriture que je me rends compte de ce sur quoi j'étais en train d'écrire, quoi. So the reason I think that process works is that there's family stories, the most important things that happened in my life, like my father's suicide, for instance. And there's the landscapes that are very rich in my mind where I had all these experiences, especially as a child, like Alaska, like what the rainforest looks like and the water. Then there's everything that I've read, and my whole education and studying language. And so there's all these models for how a sentence goes, for how a book is structured, and the two end up colliding in a process that's similar to therapy. Like basically, as we write or engage in any of the arts, our unconscious mind is trying to make us whole. It's trying to put us back together after we've been hurt in some way. And so what's happening in the writing is that the therapy part of my mind is basically combining these literary structures with the family stories. And I think that's why it works without having a plan. Je pense que j'ai une petite idée pour expliquer pourquoi ce processus étrange fonctionne. L'un des sujets principaux de mon écriture, c'est la famille, c'est les histoires de famille. Par exemple, le suicide de mon père, ça c'est quelque chose qu'on trouve dans mon œuvre. Il y a aussi beaucoup de nature, comment la forêt sous la pluie me donne son image, le nature writing et tout ce dont j'ai fait l'expérience dans ma confrontation à la nature quand j'étais en Alaska étant enfant. Et puis il y a aussi tout ce que j'ai lu, c'est-à-dire toutes les structures narratives, tous les romans dont je me suis inspiré. Et les deux en fait se rejoignent et travaillent ensemble comme une sorte de processus de thérapie. Et cette thérapie, la thérapie après quelque chose de mauvais qui nous arrive, son but c'est tout simplement de nous reconstituer pour que nous ne fassions qu'un à nouveau. Donc c'est certainement pour ça qui se passe quand je fais confiance à mon subconscient, c'est que il est en train de combiner ces deux aspects, ma mémoire de la nature, ma mémoire en tant que comme dans ma famille, et ce que j'ai lu pour en dégager une structure littéraire. And this is why I think that writing tragedy is not dark or negative or makes us feel bad. I think it's essentially trying to put things together and to make meaning and shape out of what was terrifying and meaningless. And I think it's cathartic in that way. I find it reassuring. Et je pense que c'est pour ça que le fait d'écrire de la tragédie, c'est pas quelque chose de sombre ou de désagréable. Écrire de la tragédie, c'est essayer de remettre les choses dans le bon ordre, de mettre les choses ensemble et dans le bon ordre, de manière à ce que cette tragédie, justement, ait un sens, alors qu'elle n'en a pas d'habitude. C'est ça le but, de donner un sens et de pouvoir atteindre, du coup, par là même, la catharsis. But to finally answer your question, after wandering through a forest larger than any in Alaska, the process does change if I'm writing historical material, because I'm following an historical narrative. And I don't have my family story in it. And so where I find invention and surprise is in all the stuff that I've made up. I mean, I don't just follow the history. I made up a bunch of stuff because what's the fun of writing about DeSoto if I don't do that? I mean, I'm a novelist.
So I added, like, when he's fighting with alligators and snakes, for instance. And I added his religious life, his, like, really strange religious visions, and how he's going to fight against other heavens after his death, and the special role that Jesus has for him. And then I gave him a really different ending also, one that I felt he more richly deserved than his real historical death. So it was in the transformation that I could find, why I would want to write this and find the satisfaction in writing it. And that's the same as how I took the real stories of my family or my life and transformed that into fiction. So it ends up being a similar process, but feels different, at least at the outset, because working with this historical narrative. Donc du coup, je me suis perdu dans une forêt qui doit être bien plus grande que celle qu'on peut trouver au fin fond de l'Alaska pour répondre à votre question, donc je vais essayer d'y répondre maintenant. Justement, le processus d'écriture a été différent, tout simplement parce que là, pour le coup, j'avais une histoire, la grande histoire qu'il fallait que je suive. Donc j'ai trouvé... je suis un romancier, donc il faut que j'invente des choses. Et ces choses-là, je les ai mises justement dans les petits moments entre l'histoire, en ajoutant des choses de mon invention, que ce soit par exemple les combats de De Soto face aux alligators, que ce soit sa relation très particulière qu'il a à la religion, sa façon de parler à Jésus, et le rôle spécial que Jésus a dans sa vie. Et puis je lui ai donné une meilleure fin, une fin un petit peu plus satisfaisante que la vraie fin dans la vraie histoire. Et c'est dans toutes ces transformations que mon rôle de romancier prend un sens. Et c'est ce qui en fait révèle la raison pour laquelle j'ai voulu écrire là-dessus. Et c'est globalement la même chose pour le coup de toute mon écriture de ma famille, parce que je me suis basé sur ce qu'ils avaient fait vraiment, mais ensuite j'ai ajouté, j'ai transformé, et c'est là que se cache mon processus d'écriture. All of my novels are tragedy and specifically Greek tragedy, in that it's families. They're not enemies, but they're people who are very close, who love each other, but they're going to hurt each other anyway because they're acting unconsciously, out of control. They don't know why they're doing what they're doing, and they hurt the people they love most. And so that's what I'm used to writing about my family. In De Soto, I don't have anyone that close to him. So I have one of his countrymen, Ortiz, was very important in the narrative. He's someone left there 12 years earlier by an earlier expedition, Narvaez, and he was taken captive and lived with Native Americans, and then he becomes De Soto's guide. But he also starts to see the brutality of his countrymen, and he starts to turn against De Soto. So that was a substitute for the kind of drama in a novel I would normally have. You have to have a protagonist and an antagonist to shape a narrative. Tous les romans que j'ai écrits sont en fait des tragédies, et plus particulièrement ce sont des tragédies grecques. Ce sont des histoires de famille, des histoires de gens qui ne sont pas ennemis, mais qui s'aiment, qui éprouvent de l'amour les uns pour les autres. Ils ne sont pas ennemis, mais par contre, ils vont se faire du mal, tout simplement, en proie à leur inconscient qui les rend hors de contrôle, qui les met hors de contrôle. Donc, ils s'en viennent à faire du mal à ceux qu'ils aiment le plus. Cet élément, je voulais le mettre aussi là-dedans, mais De Soto, en fait, il n'y a personne qui soit proche de lui dans ce roman. Personne de sa famille, personne qui l'aime. Donc j'ai introduit le personnage d'Ortiz, qui était un conquistador espagnol d'une précédente expédition, qui a été fait prisonnier par les nations natives, et qui ensuite a été récupéré par De Soto en tant que guide, et qui, devant la brutalité de cet homme, va en fait tourner sa chemise et va le trahir. Donc cette relation m'a servi de substitut au drama, puisque quand on écrit, il faut forcément un héros, mais quelqu'un qui s'oppose à lui. Donc ça m'a servi de substitut au drame que je fais jouer habituellement dans mes romans. Vous m'avez volé ma question suivante, effectivement, qui était sur Ortiz, qui est un magnifique personnage. Well, we can still talk more about it. He has a great story, actually. It's a fascinating story. It's Exactement, wild. superbe histoire. One interesting part about
Wait till you ask your question about it. I'm useless. No, go ahead. One interesting thing about Ortiz is that he came on this expedition because of a book. And so did De Soto and all of them. There's a bestseller called Amadis of Gaul, bestseller 500 years ago. And because of a book, they all left their comfortable lives in Spain. Like he was born from a high family, had a nice life in Sevilla, and he left to go to the New World because he was going to be a knight in shining armor like Amadis of Gaul. And so that's kind of amazing. All that brutality, all that craziness actually came from a book. We can blame literature for the conquests, for the conquistadors. And then he, of course, they don't get to live that story. They have to come to terms with that their real lives end up not matching the book, not matching the story. But they keep talking about the book throughout and reading from it and trying to match up to it. Go read it right away. It could change your life. You too might go to some other place to conquer it. Le personnage d'Ortiz est un personnage extrêmement intéressant et notamment l'une des choses les plus intéressantes à propos de ce personnage, c'est qu'il est parti à la conquête, il a fait partie de ces expéditions de conquête à cause d'un livre. Ce livre, c'est Amadis de Gaule et c'était quelqu'un qui est né d'une famille plutôt haut placée qui avait aucune raison de quitter, mais en fait il voulait devenir cette espèce de chevalier en armure étincelante. Donc il est parti et De Soto en fait a suivi exactement le même chemin à cause de ce livre. Donc pour la conquête de la Florida, on peut blâmer la littérature et ils se sont vite aperçus justement que la réalité n'avait aucun lien avec cette littérature, ou plutôt que cette littérature n'avait aucun lien avec la réalité. Donc peut-être que vous aussi vous pouvez lire comme ça ce livre-là, comme ça vous donnera envie d'aller conquérir un autre pays. On verra ce qui se passe. Ce que j'ai trouvé très intéressant sur Ortiz aussi, c'est que c'est un homme qui ne croit plus. J'ai une petite citation. Ce que je comprends maintenant, donc c'est Ortiz qui parle, hein. Ce que je comprends maintenant, c'est que les croyances affaiblissent les hommes. Seul un homme qui ne croit en rien peut être fort. Es-tu ce genre d'homme ? Oui, je pense que oui. Parce que j'ai été tiraillée entre deux mondes et que je n'appartiens à aucun. Je ne peux plus croire en aucun Dieu. Cela me rend plus fort que vous ou eux. Est-ce que vous partagez cette vision ? You're going to get me in trouble. You are dangerous. Peligrosa. It's revenge. Vous allez m'attirer des ennuis, vous êtes très dangereuse. Of course I go to church every Sunday. Bien sûr, je vais à l'église tous les dimanches. Yeah. Okay, next question. So all of my books are about religion, actually. And I only found this out when I came to France. Some very smart journalists were interviewing me, and they pointed out that that's actually what all my books are about. And it makes sense because I was a religious studies major, and each of the books is about kind of a different religion. So we had, in Siquan Island, there was Genesis at the beginning, and then Desolation had Anglo-Saxons and a paganistic religion. And then Pure had the New Age movement in California. And Goat Mountain had the Holy Trinity in strange forms with like the buck and a poacher and the grandfather. And then Medea was Greek and Egyptian gods. And this one is Catholicism again, but it's a very particular vision that De Soto has, very personal, contrasted with Ortiz's atheism, where he feels lost between worlds, and then he recognizes a kind of power to that he's not ruled by anything. En fait, je me suis rendu compte, et c'est en venant en France,
lors d'une interview avec un journaliste français que je me suis rendu compte que tous les livres que j'avais écrits parlent en fait de religion. C'est certainement dû au fait que j'ai fait des études en religion et que je suis sorti, enfin que diplômé dans ces études de religion. Donc par exemple, dans Sequan Island, on trouve la Genèse. Dans what was the next one? Désolation, right? Désolation. Paganistic beliefs. Like. No. Yeah. Donc dans Désolation, on trouve des croyances païennes. Dans Impur, ça parle évidemment du New Age. Dans Goat Mountain, on a une référence à la Sainte Trinité, le Père, le Grand-Père, le Cerf. Dans Médée, c'est évident, on a les dieux de l'Antiquité. Et dans La Contrée obscure, on a la vision personnelle qu'a de Soto de la religion qui s'oppose brutalement à la vision d'Ortiz, qui lui croit que puisqu'il est entre deux cultures et entre deux croyances, il n'appartient à aucune, ce qui lui donne du pouvoir. Pour finir sur Ortiz, qui est vraiment un très très beau personnage, il est vraiment le personnage de l'entre-deux, Ortiz. Il a vécu la violence des deux côtés. Il représente un petit peu pour moi ce choc des civilisations, ce choc des cultures. Et je voudrais mettre ça en relation avec un moment dans le livre où les deux frères, le garçon, se questionnent sur la malédiction des différentes langues. Le fait qu'il y a une impossibilité de communiquer entre les peuples. Est-ce que pour vous, cette différence de langue, est-ce que ça peut être le premier terreau de la violence? Yeah, possibly. I mean, it's one of the largest questions in the history of humanity to answer why it is that we have constant war and hate each other and kill each other so readily. Is it our natural instinct whenever we run into a group that's different that we have to like wipe them out? Cormac McCarthy writes about this in his novels. He has quotes like showing, hundreds of thousands of years ago, the evidence in skulls of, war and people killing each other. And it's true, no matter how old we find human remains, we find them killing each other. I mean, it's what we've done like since the beginning. We seem to be just animals in this way and to have the lowest possible instincts. And it seems that it's religion and law and other kinds of laws, like family laws and stuff, that can possibly hold us together and prevent that from happening. But I think a novelist's job is to show the dangers or damage of the law, of family laws, social laws, religion, all those things, the way they actually hurt us and control us and push us to do these unconscious things. But maybe it's a kind of lie, because in fact, maybe the laws are the only thing keeping us from just being animals. So I didn't actually ever think of that until now. Like, I'm always railing against the laws, essentially, but what do we have without them? Possiblement, de toute façon, ça fait référence à l'une des plus grandes questions de l'histoire de l'humanité. Comment ça se fait que la guerre est quelque chose de constant? Est-ce que c'est notre instinct naturel de voir que dès qu'on est confronté à un groupe de personnes qui ne sont pas comme nous, on veut les éradiquer? Et c'est quelque chose auquel beaucoup de romanciers ont déjà réfléchi. Je peux citer parmi eux Cormac McCarthy, qui se sert des preuves qu'il a trouvées dans les ossements, preuves selon lesquelles l'humanité se tape dessus et se fait la guerre depuis l'aube des âges. Donc on peut se demander si c'est notre instinct naturel. Et on est entouré de lois qui nous garantissent de cette violence, que ce soit des lois religieuses, que ce soit la loi ou que ce soit les lois familiales. Et je pense que le rôle du romancier, c'est justement de nous mettre le nez sur ces lois, pour les mettre en évidence et pour nous faire nous poser la question de savoir si elles contrôlent nos vies ou pas. Mais quelque part, c'est aussi un peu un mensonge, parce que c'est ces lois peut-être qui nous garantissent de cette espèce de déferlement de violence. I'm working on a novel now in which a character who's like my grandmother is the elder in a town in Lakeport, California.
But their burial rites are taken from Jericho and where Medea came from like 3,000 years ago. So when someone dies, they chop off their head, and everyone throws the head in the air twice, like all around the group. And then they hang the body in untanned ox hides on Main Street, which is now called Avenue of the Dead. But the problem in the novel, the plot, is that someone is starting to take the bodies down and bury them. The abomination of burial. Like, how horrible would that be if someone buried their dead, right? Oh my God. Donc en ce moment, je suis en train de travailler sur un nouveau roman qui met en scène un personnage d'une très vieille femme qui trouve ses ancêtres dans Médée et à Jéricho. Et en fait, les rites funéraires consistent à couper la tête du défunt, à la lancer en l'air pendant un moment, 3 ou 4 fois. 2 fois? Twice. 2 fois. Oh, no, sorry. Donc c'est 2 fois, pardon. Et ensuite de pendre la dépouille dans la rue qui ensuite prend le nom de la rue des morts. Et donc quelqu'un parmi eux va choisir de décrocher ces dépouilles et de les enterrer, ce qui est une chose profondément horrible. Donc c'est ça le sujet du... So burial is one of the most important laws. Like, this is why religion is so important. If you think about how upset would you be if it turns out throughout this town the dead were being unburied from their graves and hung in hides along the street. It would upset people, right? Donc l'enterrement, en fait, est l'une des règles les plus fondamentales qui régissent notre société, parce que imaginez une ville comme celle-ci où on n'enterrerait pas nos morts, mais où on les suspendrait dans les rues. Je pense que ça rendrait les gens... Enfin, ils auraient des étranges réactions par rapport à ça. But what's interesting about these things that would be so upsetting, it'd be so wrong, it'd be monstrous, is that all of it was made up. You know, in another culture, they did hang their dead there, and burying would be just as monstrous. So all the things we think are sacred and true were just made up. Like, could be completely different. So that's crazy to think of. Anyway. And then you wonder, well, what basis is there for anything, like for laws and like how we hold a family or a society or a self together? That's what Greek tragedy does, is someone breaks a law. And then after that, all the laws are open to question. And that's very scary. Like, what is it that's holding us together? Et c'est assez fou parce que ces choses qui nous perturberaient profondément, pendre des cadavres dans les rues, sont en fait des choses qui pour nous paraissent complètement évidentes et touchent au sacré. Et en fait, quand on les interroge, ce sont juste des choses qui ont été créées de toutes pièces, parce que dans d'autres cultures, ce n'est absolument pas dérangeant et ce serait un sacrilège d'enterrer ces morts. Et ça, c'est complètement fou au bout d'un moment de se dire que les règles qui nous régissent et qu'on considère comme fondamentales et structurantes sont en fait complètement inventées et ne tiennent qu'à une parole donnée à un moment donné. C'est justement l'intérêt de la tragédie grecque, c'est que dans la tragédie grecque, on va avoir un personnage qui va enfreindre l'une de ces lois fondamentales et qui va les remettre en question pour tout le monde, ce qui est extrêmement effrayant, parce que ces règles sont ce qui nous font tenir tous ensemble et vivre tous ensemble. Je n'ai pas de transition sur ces cadavres pendus aux arbres. Donc, est-ce que quelqu'un veut m'aider avec une question? Non, pour de vrai, on arrive lentement, malheureusement, vers la fin de la rencontre. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Si quelqu'un a une question, sinon je... Ah, bah, parfait. Bonjour. Je suis Isabelle Ricard. Je me demandais quel impact avait eu sur vous de découvrir vos racines Cherokee, au-delà du lien entre les mythes et les histoires de votre grand-père, et savoir si c'était votre lignée paternelle ou maternelle,
Et je me disais que peut-être dans un de vos prochains livres, ça parlerait de chamanisme. Well, when I was a New Age believer, we were definitely into shamanism. I was the keeper of the fire as my friends in the mountains took peyote and we had the hand drums and they were going to stay awake all night. But actually just felt their stomach hurt, they threw up, and then they curled by the fire and went to sleep. So it was kind of disappointing for our shamanism. Quand je faisais quand j'étais dans ma période New Age, j'étais le gardien du feu pendant que mes potes et moi on allait dans la montagne prendre du peyote. Je connais pas le mot. Du peyote. Peyote. Ok. Bien. Et donc en fait, moi j'étais censé garder le feu pendant que mes amis en prenaient, mais en fait quand ils commençaient à en prendre, au bout d'un moment ils avaient des douleurs d'estomac qui étaient monumentales et ils rampaient vers le feu puis simplement tombaient dans le plus profond des sommeils, donc ce qui était assez, pas super intéressant de mon point de vue. But actually it's a great suggestion because shamanism involves a journey. And so maybe there is a book there. Possible. Et c'est une très bonne suggestion parce que, mine de rien, le chamanisme implique un voyage, donc peut-être qu'il y a un livre là-dedans. So, and about my Cherokee ancestry is just my grandfather, my father, on my father's side, not on my mother's side. My mother's side, though, was Icelandic. My grandmother, and they're strange also. They have a bunch of stories. I've read a lot of Norse myths, so that side is interesting also. The impact that it had so far has been no impact on my personal life because I'm still just considered a middle-aged white guy, and I still can't get published in English. Like this book isn't published in English. You'd think if you were Native American, you could get your book published. But apparently not. I don't really count. I don't have enough. But I met a woman in Australia, first Australian, who said that she thought that I was Cherokee because all my books come from land, because all my books involve describing the place, the landscape, and then I get the story and the characters from that place. And in Australia, there's that idea of singing up the lands and song lines, and that you don't really exist without the land and without the story. The land doesn't exist. It goes both ways. So I thought that was a beautiful view of it. I like that. And she also said that we shouldn't think about percentage, what percent we are, that was invented to make people deny their heritage. And I certainly feel that there was something real that was Cherokee about my grandfather and that I experienced on all those deer hunting trips with him, and that his despair and silence and my father's suicide and their anti-Americanism were part of that heritage also, that we actually experienced some of the negative parts. And my ancestors were responsible for signing the treaty that led to Trail of Tears, where so many people died. So there's a responsibility also, a failure in previous generations. So I feel it's very important for me and in my writing, but it hasn't done anything to my personal life, really. I'm not recognized as being Cherokee in any way. Thank you. Du coup, cet héritage Cherokee est connecté à la partie de ma famille du côté de mon père. C'est par mon grand-père que j'ai eu cet héritage. Du côté de ma mère, c'est plus des Islandais. Ils ont aussi des histoires très très intéressantes. Il y a des mythes islandais et même dans la famille de ma mère, il y a eu aussi des histoires très intéressantes. Pour répondre à votre question, ça n'a pas eu grand impact sur ma vie personnelle. Je suis toujours ce mec qu'on considère comme étant un homme blanc au mi-temps de sa vie.
Et je n'ai pas assez de sang natif américain pour être reconnu comme tel, et je ne suis pas reconnu comme tel, et je ne me sens pas reconnu comme tel, pas assez en tout cas. J'ai rencontré une femme en Australie qui m'a dit que j'étais Cherokee dans mon écriture parce que mon écriture est toujours connectée au paysage. Et il y a cette croyance en Australie qui dit que le paysage ne peut exister que quand il est chanté, et les chansons ne peuvent exister que quand elles sont liées au paysage. Donc cette espèce de relation fait que la relation au paysage est fondamentale dans les histoires qu'on raconte. Or, dans les histoires que je raconte, le paysage est omniprésent, je ne fais que le décrire. Ce qui fait de moi quelqu'un de Cherokee. Donc c'est en étudiant l'histoire de mon grand-père que tout ça est devenu très réel, a eu un impact sur mon écriture et a expliqué aussi des choses qui avaient eu lieu dans la réalité, par exemple l'anti-américanisme de mon père et la connexion au suicide de mon père, sur le fait que mes ancêtres ont aussi été ceux qui ont participé, qui ont été les signataires de ces traités qui ont privé les Cherokees de leurs terres. Donc il y a aussi une sorte d'échec là-dedans, et ça a eu beaucoup d'impact sur mon écriture. Mais au niveau personnel, aucun. Je suis toujours donc ce blanc américain au mi-temps de sa vie qui n'est plus publié dans sa langue d'origine, dans son pays d'origine. J'ai énormément aimé la partie, enfin tout le livre bien sûr, mais aussi la partie du mythe Cherokee qui rythme un petit peu l'histoire de DeSoto. C'est très bien construit, mais je l'ai trouvé extraordinairement poétique. Et je voudrais savoir s'il y a une tradition orale, vous êtes parti d'une tradition orale de ces mythes, ou il y a des documents écrits ou des choses qui ont été conservées. Yeah, that's a really interesting question because in my family, my grandfather and uncle and father were storytellers, but it was always about hunting and fishing. You know, it was always about the places. So every year we would go to this hunting ranch that I describe in my novel Goat Mountain. And when we were there, as we drove in a pickup truck on the fire roads all around, or as we hiked, my uncle or my grandfather, my father, would tell the story of everything that had happened before in that place. So 20 years ago, here's where Gary Lampson came and stepped on a bear in the creek. And Gary went running that way, and the bear went running this way. And it was important for me because all of our stories happened in a place. All the stories belonged to a place. Our whole family history, all the friends, all the traditions, they were there. So all the lessons I had to learn also. Like I had to kill my first buck and eat the heart and liver to become a man. And I also had to not wound a spike. I had to not shoot a deer with just one horn. That was how I learned about shame, to not do that. There was also codes of what you can and can't do, you know, not complaining, not drinking too much water, the relationship you can have with the other men in the family. So our whole like code of family law was encoded in a place, and it was an oral tradition to pass all that along, and it was a sacred place. So when we were away from there, I didn't get those stories. It was only when I was there. C'est une question très très intéressante. Parce qu'au sein de ma famille, que ce soit mon grand-père, que ce soit mon oncle ou que ce soit mon père, c'était des raconteurs d'histoires. Et ces histoires parlaient toujours de la même chose. Elles parlaient de chasse, elles parlaient de pêche et elles étaient profondément connectées au paysage. J'ai décrit dans Goat Mountain ce ranch où on allait chasser en pleine nature. Et alors qu'on était dans le camion et qu'on arpentait les routes ou qu'on était lors du feu de camp, on avait ces histoires qui étaient profondément connectées à la terre. Et ces histoires racontaient par exemple comment Gary Lampson
un jour, en marchant, a marché sur un ours et ils ont eu tous les deux très très peur et lui, il est parti en courant dans une direction et l'ours est parti dans l'autre direction. Toutes ces histoires étaient profondément connectées aux endroits où elles s'étaient produites, que nous traversions et qui provoquaient leur récit par mon oncle, mon père ou mon grand-père. Donc, c'est par cette mythologie liée à des lieux, ces histoires qu'on racontait au fur et à mesure qu'on traversait ces lieux, que j'ai pu grandir. Par exemple, il a fallu que je tue mon premier cerf, et pour une fois l'avoir tué, il a fallu que je mange son foie et son cœur pour devenir un homme. Il y a eu aussi, c'est comme ça que j'ai appris à devenir un homme. J'ai appris aussi la honte le jour où on m'a expliqué qu'il ne fallait pas que je tue un cerf qui n'avait qu'une seule corne dans ses bois, parce qu'il était trop jeune. J'ai appris aussi qu'il fallait pas boire trop d'eau, j'ai appris comment me comporter avec le reste des membres de ma famille. Et ce qui était étrange aussi, c'est que lorsque nous quittions ces lieux, ces histoires devenaient sacrées parce qu'elles ne pouvaient être racontées que dans ces lieux. Quand on revenait chez nous, elles n'avaient plus lieu du tout, donc elles devenaient sacrées. Et toute l'histoire et les règles de ma famille, qui étaient édictées lorsqu'on me racontait ces histoires, étaient encodées dans le paysage. This is why I love coming to France. Like, never had that question, never thought about that, really. Like, and 3 or 4 other times earlier in the conversation also. Like, it's new connections, new ways of thinking about it. It's a, like real discovery, literary conversation, the thing that like never happens for me in the US, or now I live in the Philippines, and of course it doesn't happen there either. So anyway, vive la France again. Et c'est pour ça que j'adore venir en France. À chaque question qu'on me pose, je me retrouve à réfléchir et à repasser au crible tout ce que j'ai vu et à faire des nouvelles connexions. C'est arrivé avant, c'est arrivé là sur plein de questions et c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé aux États-Unis. Alors, quand j'y habitais, maintenant j'habite aux Philippines, donc ça risque pas non plus d'y arriver, donc vive la France. Est-ce que un curieux, une curieuse a encore quelque chose à demander? Vous avez chaud, on s'arrête là ou on continue? J'ai encore des questions pour 1 heure, moi. Bon, on continue? Ok. Non, une question toute simple sur le titre que j'ai trouvé magnifique, qu'il soit en américain ou en français. Comment l'avez-vous choisi? À quoi il fait référence? Actually, the real title for me is Usunhiyi. It's a Cherokee word, Usunhiyi, and it means the darkening land. So it describes the land beyond the arch, where the Thunder Boys are. So the wild boy who's written about in the myth and his brother. And it's also where those who have died go. And so it's a way to like honor and remember those who've been lost, and all the tragedies that have happened. And it's also like kind of a reference to the to the gods, whatever. So it's the darkening land. So it's better to just say the darkening land because no one knows what Usunhiyi is. But for me, I'll always think of it as Usunhiyi as actually the title. En fait, le vrai titre de ce roman, pour moi, c'est Usunhiyi, qui veut dire en cherokee « darkening land », qui veut dire la contrée obscure, qui fait référence en fait à toutes ces terres qui sont au-delà de l'arche auquel il est fait référence dans le mythe cherokee. Et notamment, au-delà de cette arche, dans l'immensité sombre, c'est là où les morts vont après leur décès. Donc c'était une façon pour moi de rendre hommage, d'honorer les morts et de se rappeler tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui sont partis. Donc c'est aussi une sorte de référence aux dieux. Et c'est plus facile de dire la contrée obscure que Usunhiyi. And in the last pages of the book, that's included. So there's a discussion of it to get a more full description of what it means, what it is. It's actually in their conversation.
Et c'est cette idée aussi dans une conversation qui a lieu à la fin du roman, une conversation qui explique un peu ces terres-là et cette question. Another attempt to get you to buy the book. C'est une autre façon désespérée de vous faire acheter le livre. The answer's right in the end. La réponse se trouve juste à la fin. Et d'ailleurs, très belle transition. David, vous serez d'accord pour dédicacer, rencontrer Yes, of course. And thank you for such smart questions. Again, like a wonderful interview. Really fantastic. Merci. Yeah, it has me thinking, like, so now I have to go back to write. I'm already thinking of writing an essay called On Being Cherokee. Like about Merci beaucoup pour ces questions. Du coup, c'est des questions qui me font beaucoup réfléchir. Et maintenant, j'ai qu'une seule envie, c'est retourner écrire. Et je vais écrire un essai. Et le titre sera Comment je suis Cherokee. Merci à tous pour vos questions et pour Merci. vos sourires. Bravo Thibaut! Incroyable. C'était David Vann, auteur de La Contrée obscure, son nouveau livre paru aux éditions Gallmeister, traduit de l'américain par Laura Deraginski, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, mardi 12 septembre 2023. Chez cet éditeur, David Vann a aussi fait paraître Komodo en 2021, Le Bleu au-delà en 2020, L'obscure clarté de l'air en 2017, entre autres. Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio avec Radio Plus et Radio Terre.